Arcimboldo, en fait, c'est un artiste qui est probablement l'un des artistes les plus connus au monde. Et pourtant, il fait partie de ces artistes qu'on ne regarde pas. Sur Arcimboldo, nous savons des choses. Mais il reste encore beaucoup de mystères autour de lui. Arcimboldo, il casse complètement la façon de faire l'art et de faire le portrait dans son temps. C'est pour ça qu'elle est adorée par des artistes contemporains. Quand on regarde un tableau d'Arcimboldo, de nombreuses questions nous viennent à l'esprit. Est-ce l'œuvre d'un plaisantin ou celle d'un génie ? Ce qui est très surprenant aussi, c'est le nombre d'artistes qu'Arcimboldo a influencés tout au long du XXe siècle. Il meurt en 1592 et sombre quelques années plus tard dans un oubli complet. Giuseppe Arcimboldo n'a peint qu'une trentaine de tableaux dans sa carrière. Et pourtant, il a marqué notre imaginaire collectif. Certains le trouvent anecdotique, révulsant ou simplement amusant. Mais derrière cette apparence frivole, se cache en réalité un artiste profond, subtil et mélancolique. J'ai découvert ça quand j'étais enfant. Et ça m'a toujours fasciné. J'ai trouvé ça tellement merveilleux. Et je crois que quand on s'intéresse à l'art, il faut garder un petit peu ces jugements de gamin qu'on peut avoir. Parce que ces plaisirs de l'amusement, eh bien, ils sont là toujours, et ils ont toujours existé. Ils ont existé à la Renaissance, ils existent aujourd'hui aussi. Et je crois qu'Arcimboldo était certainement un personnage qui avait une grosse dose d'humour. Les historiens d'art, encore pendant longtemps, se sont détournés de ce genre de peinture parce que ça ne paraissait pas sérieux. Un visage fait avec une série de végétaux, de pommes, de poires, etc., ça paraît comme une espèce d'aberration ou au mieux un amusement. Il impacte notre imaginaire d'une façon unique. Surtout quand on le regarde en vrai. Il sort tellement de l'imaginaire qu'on a du XVIe siècle qu'il semble catapulté au XXe siècle, à notre époque, à l'époque des surréalistes. Man Ray, Dali, Marcel Duchamp, Max Ernst, André Breton. Dans les années 1920, tous ces artistes surréalistes découvrent l'œuvre de Giuseppe Arcimboldo. Les surréalistes, ils se sont proches de cette liberté formelle et conceptuelle qu'il avait Arcimboldo dans son propre époque. Surtout, voilà, de montrer qu'une image ne cache une autre, qu'on peut détourner une œuvre, la regarder d'une autre façon. Si on ne savait pas que c'est Arcimboldo, on peut tout à fait penser que c'est un artiste du XXe siècle. Pour comprendre pourquoi ces artistes prolongent avec régularité et parfois obsession l'œuvre d'Arcimboldo, il faut d'abord revenir aux sources de son histoire qui commence en Lombardie. Au milieu du XVIe siècle, Milan est alors en plein essor artistique et compte parmi les villes les plus riches du monde. Giuseppe Arcimboldo naît au printemps 1526. Il est issu d'une famille d'artistes estimés. La cité brille par le nombre de ses ateliers d'artistes et par la qualité de ses artisans qui œuvrent pour les nombreuses commandes de l'Église. C'est auprès de son père Biagio, peintre reconnu, qu'il suit et développe sa formation artistique. L'atelier où ils travaillent ensemble
participe aux grands projets artistiques de la ville, et en particulier à la construction du Duomo, la cathédrale de Milan, considérée comme le chantier le plus ambitieux d'Europe. Il arrive sur le chantier de la cathédrale quand il a 20 ans. Et il laisse plusieurs traces de son passage ici, dans cette période où il se formait en tant qu'artiste. Ce vitrail, qui raconte l'histoire de Sainte Catherine, est justement un témoignage essentiel de ses débuts à Milan. Ces vitraux sont très bien conservés. On peut même y voir cette effervescence de couleurs, de bleu, de rouge. À 23 ans, Giuseppe Arcimboldo porte déjà le titre de magister, de maître. Il excelle par ses dessins, dans l'assemblage des pièces de verre, qui seront scellées par un réseau de plomb. Et par la polyvalence de ses talents d'artiste. De la tapisserie à l'art de la fresque, qu'il peint au quotidien avec son père. Un demi-siècle plus tôt, Léonard de Vinci avait passé une grande partie de sa carrière dans la capitale lombarde, au service du duc de Milan. Tout comme lui, le jeune Arcimboldo se rêve artiste éclectique. Il s'intéresse à la maîtrise des arts, à l'observation de la nature et aux sciences, alors en pleine effervescence. Léonard était reconnu à Milan, pas simplement comme peintre, mais comme inventeur. De fait, l'ambition de tous ces artistes artisans, c'était justement d'être des inventeurs. Arcimboldo grandit dans une ville où les traces du passage de Léonard sont très très importantes, où l'on garde, en particulier dans les ateliers de quelques artistes privilégiés, des dessins de Léonard qui sont des sources extraordinaires d'invention. En particulier, on peut parler à la fois de ses dessins grotesques, mais aussi de ses dessins naturalistes. Études des plantes, d'animaux. Cela provient de ses recherches approfondies, de son étude de l'homme, de l'observation de la nature, de la physionomie, de l'anatomie humaine. Il existe de nombreux dessins de têtes de personnes âgées, fortement caricaturales et presque monstrueuses de Léonard. Cela découle de la fascination de Léonard, à la fois pour le beau, mais aussi pour le laid, l'hideux. À partir d'observations de la nature, Léonard de Vinci exacerbait les traits du visage et créait des physionomies n'existant pas dans la réalité. L'héritage de ses dessins ouvre la porte à un nouvel imaginaire. Il est certain qu'Arcimboldo connaissait les dessins de Léonard de Vinci, et ces derniers l'ont probablement inspiré et ont alimenté sa fantaisie pour les œuvres qu'il réalisera plus tard. Cette fantaisie, Arcimboldo va aussi la retrouver dans un mouvement artistique qui vient d'apparaître. 50 ans après la disparition de Léonard de Vinci, les artistes de la seconde moitié du XVIe siècle sont profondément marqués par l'importance et la grandeur des réalisations des grands maîtres qui les ont précédés. Comment peindre après Raphaël, Michel-Ange, Titien ou de Vinci? La conscience que l'art avait atteint une sorte de degré de perfection au-delà duquel on ne pouvait plus aller était très présente dans l'esprit de tous les contemporains. On a l'impression que de Giotto à Michel-Ange, il y a une sorte d'apogée qui est atteinte, et au-delà de Michel-Ange, c'est fini, il n'y a plus rien. S'inscrivant volontairement en rupture avec les normes de la représentation classique, une nouvelle génération d'artistes laisse libre cours à son imagination, posant les principes d'un nouveau style pictural, le maniérisme.
on va accepter l'idée que la fantasia de l'artiste peut se substituer à une norme mathématique. Le maniérisme, épris d'une grande liberté, étire et tord le corps pour modifier les proportions et traduire le mouvement. Mais ce courant audacieux, dont Arcimboldo deviendra plus tard un des plus grands représentants, est cependant considéré par certains comme profane. L'atmosphère est en train de changer dramatiquement à Milan parce qu'il y a un nouvel archevêque de Milan qui est un grand patron de la contre-réforme, Carlo Borromeo. Et là, Milan, comme toutes les villes de l'Italie du Nord, subit de plein fouet le raidissement dogmatique de l'Église catholique. Et là, si j'ose dire, on ne s'amuse plus avec les images. En 1562, au moment où l'atmosphère change drastiquement à Milan, Arcimboldo quitte l'Italie. Maximilien II de Habsbourg le fait appeler à la cour de Vienne. À l'âge de 36 ans, il entre au cœur de la capitale du Saint-Empire romain germanique, symbole d'une Europe des cultures, ouverte et cosmopolite. Giuseppe Arcimboldo est prêt à offrir ses talents pour le compte des empereurs des Habsbourg, où il va enfin pouvoir s'exprimer dans un registre libéré des dogmes de l'Église. Arcimboldo est appelé à la cour impériale comme portraitiste. Et à partir de là, c'est la deuxième partie de son parcours, il va entrer de plein pied dans une nouvelle strate sociale qui est la cour. Il va quitter au fond les activités d'un artiste milanais qui travaille au service de l'Église pour entrer dans un registre différent qui est le registre de l'art de cour. Et là, c'est une autre paire de manches, si je puis dire, parce que à la cour impériale, l'art est lié, pour une très grande part, à la fête. Il va offrir ses services au prince selon une gamme extraordinairement étendue. Et la première attraction de son travail, ce sont les dessins qu'il va faire pour les fêtes, les joutes, les tournois, les cortèges triomphaux, les bals. Et surtout, il doit fournir au quotidien des costumes de scène, costumes de théâtre, costumes de danse. Tout ça, c'est le registre dans lequel il doit s'exprimer en tant qu'artiste et il doit répondre à une demande colossale, en fait. Les artistes travaillent aussi dans une espèce d'industrie spectaculaire qui n'est pas sans rappeler par ses proportions l'industrie hollywoodienne. Il crée avec effervescence. Il devient une sorte de metteur en scène de l'esthétique de cour. Il s'agit de construire un univers enchanté, un univers de fables. Et donc, on va convoquer toutes les figures du roman de chevalerie, du récit mythologique, tout un univers enchanté de dragons, de princesses, de monstres, que suppose l'art des grotesques. Et des choses qui sont folles. Des tortues animées, des langoustes géantes. C'est tout un registre de l'art qui est d'une liberté extraordinaire. Il devient peu à peu un personnage de haute importance à la cour. On fait son éloge. Et donc Arcimboldo va précisément parvenir à une gloire considérable par cette activité-là, bien plus que par les portraits pour lesquels on l'avait appelé à la cour. Un an seulement après son arrivée à Vienne, les scénographies et les costumes d'Arcimboldo réjouissent princes et courtisans. Fort de ce succès, le peintre souhaite montrer au roi Maximilien l'étendue de ses inventions. En 1563, il présente l'œuvre sur laquelle il travaille secrètement depuis plusieurs années, le cycle des saisons. Mais comment présenter cette œuvre iconoclaste ? Arcimboldo pourrait perdre les honneurs et l'estime du souverain si les portraits composites ne sont pas bien accueillis. Il décide d'accompagner les œuvres de poèmes composées par son ami Giovanni Battista Fonteo.
Arcimboldo va demander à Fonteo, qui était un grand poète également à la cour, de rédiger des vers, un ensemble de vers, pour justement expliciter tous les messages qui étaient cachés dans ses œuvres. Myrtille, artichaut et courge s'agencent et s'enchevêtrent, faisant surgir une figure anthropomorphe. Les couleurs sont vives, les fleurs abondantes. Les têtes composées laissent éclater un style pictural inédit. À la cour, ces images d'un genre nouveau bouleversent les conventions esthétiques, avec un sens critique d'une grande modernité. Je pense qu'un des ressorts essentiels du plaisir esthétique, du plaisir dans l'art, c'est la surprise. D'être surpris par quelque chose qu'on n'a pas vu auparavant, qu'on n'a jamais vu dans le monde des formes, c'est quand même ce qu'il y a de plus extraordinaire. Il faut s'imaginer la réaction des membres de la cour. Ils devaient être surpris, abasourdis, choqués. Le cycle des saisons recèle toutes sortes de symboles. On peut y voir une allégorie, une métaphore des âges de la vie, le printemps étant l'enfance, alors que l'hiver correspond davantage à la sagesse, à la fin de la vie. Ici, quand on regarde le printemps, on est vraiment face à la jeunesse. Ce sont aussi des fleurs à un moment où, très bientôt, dans quelques minutes, dans quelques heures, elles sont aussi sur le point de faner. Arcimboldo est vraiment ingénieux au sens que le mot avait au XVIe siècle, c'est-à-dire que c'est un inventeur de méthodes. Et ce qu'il fait, c'est pas seulement un portrait, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est une méthode pour produire des images. Dans un portrait composite, d'abord vous avez l'impression de voir, par exemple, un visage, puis vous vous dites non, c'est pas un visage. Vous avancez dans l'image en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est que ce parcours de votre œil dans l'image, c'est ça qui est le vrai sujet du tableau. C'est un jeu, en quelque sorte, avec l'auteur du tableau. Il nous propose un truc, on ne sait pas très bien ce que c'est, et il joue avec nous. Et nous le découvrons petit à petit. Il invente le mouvement dans l'image, c'est-à-dire qu'il nous donne à percevoir ce mouvement de construction que nous faisons à chaque fois que nous dirigeons notre regard vers quelque chose. Il vous donne à comprendre le jeu de l'illusion. Ça, c'est très fort. C'est presque un artiste conceptuel, c'est-à-dire qu'il s'intéresse au statut de l'image. Alors je crois que c'est ça la force d'Arcimboldo, c'est la force de sa démonstration, c'est que justement l'image ne relève pas du régime de l'évidence. La manière dont il a construit son travail autour des jeux visuels, autour de cette histoire notamment de la double image, tout l'emploi aussi du trompe-l'œil, la manière dont on va se déjouer du regardeur. Ce sont des œuvres qui vont véritablement faire partie du paysage imaginaire des surréalistes. Au départ, c'est Alfred Barr, qui était le premier directeur du Musée d'art moderne à New York, qui va organiser une grande exposition en 1936 qui s'intitulait Fantastic Art, Dada and Surrealism. Et dans cette exposition, il va présenter Arcimboldo, en tout cas dans le catalogue, comme l'un des pères fondateurs du surréalisme. Tous ces jeux d'illusion d'optique sur la perspective, sur la profondeur, sur la surprise sont très intéressants aux yeux des surréalistes parce qu'ils permettent de montrer que les choses ne sont pas forcément ce qu'on croit qu'elles sont. On a bien entendu Salvador Dali, dont la méthode de paranoïa critique pourrait être presque calquée sur une méthode de la Renaissance ou une méthode archimboldesque. Il y a cette fameuse photo connue où on voit un village
africain avec des huttes et puis des personnages assis. Et quand on prend cette photo et qu'on la renverse verticalement, ça devient un profil d'un masque africain, donc une tête. On aura la même chose chez Magritte. Magritte va également jouer ce fameux visage qui est fait à partir des jambes et d'un sexe d'une femme. Puis Dali a également le fameux visage de Mae West où il va prendre des sièges, des rideaux, une salle, et la perspective des meubles dans l'espace, avec le recul, donne le visage d'une actrice, d'une célèbre actrice. Arcimboldo peut être considéré comme moderne parce que justement, il va ouvrir le regard. Il va permettre au spectateur de non pas simplement recevoir une histoire avec un code tel que pouvait l'être la peinture religieuse auparavant, mais montrer que la peinture est une énigme, que la peinture oblige le spectateur à réinventer la peinture. Ces fameux portraits composites, il faut les comprendre aussi dans ce registre d'une culture du trait d'esprit, de l'énigme. À la cour, on passe son temps à jouer. Toute la Renaissance est habitée par une enquête et une curiosité continue envers les écritures énigmatiques. Et ça relève de la même culture que la culture des hiéroglyphes. Manini raconte en fait que Arcimboldo était une sorte de savant égyptien, que ses œuvres en fait sont comme des idéogrammes avec toutes sortes de messages cachés, de messages codés. C'est un art qui suscite le commentaire, bien entendu, et qui suscite des discussions interminables, essayer de deviner s'il s'agit vraiment d'un portrait, s'il s'agit vraiment du portrait de l'empereur ou d'un autre, fait partie du jeu. Quand on regarde les libraires, il y a une forme d'humour, une forme de caricature et de légèreté que cette cour-là, au moins en Europe, à ce moment-là, elle permettait. Face à Arcimboldo, tu peux partir au minimum dans 3 possibles dimensions. Tu vois d'abord que c'est un portrait, une figure masculine. Un deuxième passage, on va le regarder de près, on est tout de suite séduit pour essayer de capter son mystère. Et c'est énigmatique la signification qu'elle porte. Tu essaies de décrypter aussi les livres, t'as les petites marque-pages selon une typologie aussi des livres de la Renaissance. Après, on a le visage, évidemment avec ses lunettes qui sont aussi des clés. La barbe, c'est une barbe qu'elle est faite par Plumon pour nettoyer donc les livres. On voit qu'il y a peut-être un A, c'est un A d'Arcimboldo. On a pensé que c'était la signature. Tu connais pas le nom de la personne, mais si tout de suite tu vois que c'est quelqu'un qui est lié à des livres. C'est donc évidemment sûrement un portrait d'un fameux bibliothécaire de la cour, Latsus, qui s'occupait donc de la bibliothèque de Maximilien II. C'est très contemporain de penser qu'un objet comme tel, il peut faire partie d'un portrait. Il constitue le portrait d'une personnalité. Le bibliothécaire, on a l'impression d'être face à une œuvre cubiste du début du XXe siècle ou peut-être à une œuvre futuriste de la même époque. Et pourtant, ce geste fondamentalement révolutionnaire, eh bien, il le réalise au XVIe siècle, à la cour des Habsbourg, pour le plaisir des princes. Cette manière de représenter un visage avec des fragments déjà, c'est l'idée du collage. Cette idée qu'on peut mettre 2 images ou 2 objets ensemble complètement hétérogènes et que leur rencontre dit quelque chose. C'est sans doute un des paramètres, un des paradigmes les plus importants du XXe siècle. Pablo Picasso, quand il va faire ses assemblages combinatoires et qu'il va faire émerger, par exemple, la Guenon et son petit en réutilisant des objets de rebut,
Et évidemment, il y a un rapport archimboldesque presque direct. Il y a aussi cette question de l'onirisme qui est vraiment très présente dans ce mouvement. Il y a cette idée de jeu visuel. Quand Meret Oppenheim s'amuse à transformer une chope à bière avec un morceau de fourrure et qu'elle le métamorphose en écureuil, évidemment, elle partage fondamentalement l'esprit d'Arcimboldo. L'esprit de la peinture d'Arcimboldo est reconnu comme une clé interprétative du monde. Et le surréalisme est la recherche d'une clé interprétative du monde. C'est-à-dire non pas une clé qui permettrait de figer le monde dans une connaissance précise, mais une clé qui ouvrirait de nouvelles portes de la connaissance. Et forcément, Arcimboldo, en mélangeant, va créer pour l'imaginaire des nouvelles voies de connaissance du monde. Il y a un surréaliste contemporain, Jan Schwankmajer, pour qui la fascination de cette époque maniériste, de l'œuvre d'Arcimboldo en particulier, c'est presque, je dirais, une fascination, une obsession permanente dans son œuvre. En rajoutant le trucage, l'animation, qui permet de donner vie aux objets. C'est aussi archimboldesque, parce qu'il y a dans la méthode d'Arcimboldo aussi cette volonté de créer un objet fini à partir d'une accumulation ou d'un assemblage de différents objets. Alors ça va être à la fois des squelettes d'animaux, ça va être à la fois des objets, ça va être à la fois de la céramique, ça va être à la fois de la peinture, ça va être à la fois des branches d'arbres, ça va être à la fois des champignons, des fruits séchés. Donc il va mélanger différents objets naturels et des artefacts. Et en plus, il y a cette idée d'éléments composites, de têtes composites faits avec différents éléments, mais en plus, elles se mélangent, elles se transforment. Ce qu'on aime chez les artistes, c'est leur liberté, leur façon de réinventer des langages, mais de le réinventer en regardant toujours aussi l'histoire. Hein. Maurizio Cattelan, c'est un artiste très connu. C'est un peu un personnage et souvent on peut parler de lui comme un artiste provocateur. Fantastico! Il y a un côté complètement surréaliste chez Cattelan, qu'on retrouve aussi évidemment chez Arcimboldo de façon très forte. Io? No, sì, non posso appoggiarmi? Sì, no. Certo. Arcimboldo, chi è Arcimboldo? È un giovane artista. Il dira donc que c'était l'esprit d'Arcimboldo, l'avait toujours fasciné, cette liberté qu'il avait d'assembler différents éléments. Il y a la question aussi du grotesque, de l'ironie, du détournement des images, des significations. Arcimboldo è il surrealismo e quindi per questo che era amato da questi artisti che adoriamo. Un precursore sicuramente. Maurizio, à 50 ans, décide de quitter l'art. Il fera cette grande exposition au Guggenheim à New York où il va accrocher au centre, dans le vide du Guggenheim, toutes ces sculptures. Il y a les chevals pendus, il y a la 9e ère, les papas terrassés par la météorite. Il a réalisé une œuvre, son autoportrait, où son visage elle est complètement caché par tous les œuvres qu'il a conçues depuis toujours dans sa vie. Tu ne vois pas tout de suite que c'est un autoportrait. À un certain moment, il y aura des yeux, une bouche et un nez qui va surgir. C'est la somme de son œuvre. Il fait partie aussi des principes d'Arcimboldo, l'accumulation, l'assemblage. C'est complètement mystérieux, Arcimboldo. Chaque élément est une métaphore, une allégorie de quelque chose de très précis. Et avec des métaphores, avec des allusions, avec des assonances, il crée donc son nouveau langage. Le cycle des saisons, c'est un cycle allégorique à la gloire des Habsbourg. Donc on n'est absolument pas dans l'idée d'une caricature.
Chaque fleur, chaque élément du tableau renvoie à un symbole qui est lié justement au pouvoir, à l'universalité du pouvoir des Habsbourg. Il y a évidemment des représentations des princes des Habsbourg, donc il y a un aspect de couronne. Par exemple, la fleur de lys, qui est quand même une fleur aussi qui est très liée au pouvoir. Les fruits ont toujours eu des significations et des symboles. Cette Susine est peut-être un peu grosse. J'ai étudié ces tableaux, toujours de mon point de vue, en cherchant à reconnaître les variétés qu'Arcimboldo utilisait à son époque. Et j'ai pu retrouver et comprendre de nombreuses variétés à partir des tableaux. Ces personnages ne sont pas neutres. Ils ont des caractères, grâce aussi à l'utilisation de certains fruits spécifiques. Car même les fruits ont leur caractère. Chaque fois que je regarde ces tableaux d'Arcimboldo, en particulier celui du Vertumne ou de l'été, par exemple, cela m'amuse parce qu'on peut les reconstruire avec le caractère des fruits. Et il en avait parfaitement conscience. Ce melon, par exemple, qu'il place à l'endroit du cerveau. Mis à part la ressemblance avec la texture, il donne un caractère à la figure représentée. Un caractère plus ou moins ardent ou calme. Il utilisait au bon endroit le fruit avec le caractère adéquat. Celles-là sont jolies. Surtout la partie la plus délicate, les yeux. Les yeux sont l'expression de la personne. Celle-ci, c'est une cerise cornaline. Elles sont plus allongées. Et dans le tableau d'Arcimboldo, elle a précisément cette forme. Arcimboldo, dans ce tableau, est formidable. Pour pouvoir jouer avec l'ombre et la lumière du profil, il utilise deux fruits différents pour faire les yeux. Du côté plus à l'ombre, il utilise une mûre. Du côté plus lumineux, il utilise une cerise acide. Elle est un peu foncée mais plus brillante. Elle est un peu allongée, comme une cornaline. Elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Il réussit à rendre ses expressions, ses émotions, avec les formes des fruits et des légumes. Et ça, c'est son extraordinaire génie. En composant avec l'infini répertoire des formes de la nature, Arcimboldo crée un nouveau langage visuel, allant jusqu'à associer ces formes à des sentiments. Mais d'où lui vient cette passion pour ces architectures naturelles et l'acuité de son regard? Ses portraits, aux apparences ludiques, relèvent aussi d'un jeu plus sérieux, en lien avec les grandes découvertes de son époque, pour lesquelles il va jouer un rôle central auprès d'un nouveau souverain. En 1572, Giuseppe Arcimboldo rejoint Rodolphe II, fils de Maximilien II, qui a déplacé la cour de Vienne à Prague. Cet empereur à la personnalité excentrique souhaite faire de Prague une capitale européenne des arts et des sciences. Dans une époque fortement marquée par les innovations technologiques et la découverte du Nouveau Monde, il réunit autour de lui d'éminents chercheurs et érudits.
Rodolphe invite à sa cour naturalistes, minéralogistes, biologistes, astronomes et autres savants. Passionné de sciences occultes et amateur d'art, l'empereur, avec l'aide d'Arcimboldo, devenu son conseiller artistique, constitue un cabinet de curiosités qui doit témoigner de sa richesse et de son pouvoir. Cette chambre privée, située dans le château du souverain, concentre tout ce que l'univers et la nature produisent d'émerveillement et de surprises. Rodolphe II a été sans doute le plus grand collectionneur de son temps. Rodolphe a enrichi sans cesse une Wunderkammer, c'est-à-dire une chambre des merveilles, ou on appelle à l'époque plus généralement une Kunstkammer, c'est-à-dire une chambre des arts. Ces collections sont à la fois des collections de naturalia, de prodiges de la nature, de choses extraordinaires, mais aussi d'artificialia, d'artefacts, d'objets et d'instruments scientifiques. Il avait à son service une armée de rabatteurs, d'intermédiaires, de collectionneurs, de marchands, dans laquelle Arcimboldo était chargé d'alimenter les collections impériales. Celui qui va trouver des objets, qui va trouver des choses qui vont effectivement nourrir la Wunderkammer impériale. Tout cela coïncide aussi avec la découverte de la faune et de la flore des Nouveaux Mondes. À l'évidence, les Wunderkammer ont été des lieux d'aménagement, de réception et d'acclimatation d'un certain nombre d'espèces du Nouveau Monde. Quand on découvrait des nouveaux légumes, des végétaux qui venaient d'Amérique, ils les dessinaient. On voit ici, par exemple, on voit un maïs. Le maïs, c'était tout neuf, on ne le connaissait pas en Europe. C'est une plante qui vient d'Amérique. Et pour l'observer, pour l'analyser, on l'a dessiné. C'était une manière de comprendre le monde. Au plus près de ces animaux et végétaux extraordinaires, qu'il dessine et étudie de manière scientifique, Arcimboldo perfectionne et nourrit son art. Riche de ses illustrations naturalistes, il compose alors 4 nouveaux portraits allégoriques, basés cette fois sur le thème des éléments qui vont de pair avec le cycle des 4 saisons, et dont le but sera de décorer la Kunstkammer impériale. En accompagnant la présentation de cette nouvelle série, le poète Fonteo déclame: L'été est chaud et sec comme le feu. L'hiver est froid et humide comme l'eau. L'air et le printemps sont tous deux chauds et humides. Et l'automne et la terre sont tous deux froids et secs. Les Habsbourg avaient pour projet de créer un grand musée universel dont, dans la première salle, en fait, il y aurait les 4 saisons qui regardaient les 4 éléments. Je ne l'avais jamais vu, celui-ci. Juste là, il y a une toute petite salamandre. Cette foule d'animaux qui peuplent la Terre sont donc une représentation de l'élément la Terre. On ne parvient pas à savoir s'il sourit ou s'il se veut monstrueux, menaçant. Ici, on a cette multitude de formes, d'animaux à cornes, qu'on distingue dans les détails du tableau. Là, il y a le sanglier, on le voit bien. C'est très beau. Et ça, c'est quoi? Son oreille. Au milieu, il y a cet éléphant majestueux qui était un animal rarissime pour cette époque. C'est très beau que l'oreille de l'éléphant soit aussi l'oreille de cette tête. C'est ça le secret des monstres d'Arcimboldo.
Ces Kunstkammer, ces chambres d'art, c'est un projet encyclopédique, si vous voulez. Et comme il s'agit de princes, on va prendre ce qu'il y a de plus parfait. Et donc on va essayer toujours d'avoir ces deux polarités d'une collection, c'est-à-dire les objets les plus parfaits de leur genre, par exemple tel animal empaillé le plus parfait des animaux empaillés de sa catégorie, et puis au contraire les monstres, c'est-à-dire les exceptions. Toujours la norme et l'exception. Au XVIe siècle, finalement, le monstre et la merveille sont les revers d'une même pièce. La cour était fascinée pour tout ce qui était étrange, merveilleux. Et à la cour, il y a la famille González qui va être célèbre pour leur peau entièrement velue. Et Antonietta, la petite fille de cette famille, va être offerte pour faire partie de ces chambres des merveilles comme quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Ce qu'on ne peut pas expliquer nous fascine autant qu'il nous effraie. On ne sait plus très bien ce qu'on regarde. Finalement, quand on regarde Antonietta, est-ce qu'on regarde un animal ou est-ce qu'on regarde un être humain ? Cette fascination pour tout ce qui sort de l'ordinaire, dans notre manière de regarder le monstre, c'est un trait caractéristique de l'homme et évidemment, c'est un aspect qu'on recherche encore aujourd'hui dans notre monde contemporain. Ah. Pourquoi sommes-nous si fascinés par des monstres, comme par exemple des hommes loups ou des hommes à deux têtes? Cette fascination vient du fait que nous sommes très moraux. À travers toutes sortes de croyances, issues du judaïsme, du christianisme, du Coran. Et la morale nous interdit souvent des choses. Elle stigmatise tout en bien ou en mal. Mais cela n'a rien à voir avec la nature. La nature crée et pense dans toutes les directions, et non pas en fonction du bien et du mal. Il n'y a pas de morale. La nature produit quelque chose et voit si ça peut survivre. Il n'est pas question de ce qui est bien ou mal. Et c'est pourquoi nous sommes si fascinés par ces cabinets de curiosité. Il n'y a pas de morale. Je pense que nous aimons nous regarder et tout ce qui ne nous ressemble pas nous attire, nous fascine, parce que l'on regarde toujours l'autre en se comparant à soi-même. Et je crois que c'est pour ça que les images d'Arcimboldo sont aussi fascinantes, parce que ces personnages ont quelque chose de monstrueux, même si ce ne sont que des tomates, des herbes et des céréales. Il y a quelque chose de monstrueux de créer avec cela un visage humain. Pour moi, la toile la plus fascinante d'Arcimboldo, c'est la tête de poisson. Si on regarde cet ensemble, on voit la boucle d'oreille avec une perle très belle, ainsi qu'un collier de perles. Au-delà de voir la représentation de l'élément l'eau, cela pourrait être aussi une femme. Mais quelle femme voudrait avoir cet aspect? Mais cela semble aussi humide et froid. Ça fait peur.
Il y a un sentiment d'inquiétude. Ces portraits nous stimulent à imaginer tout un monde fait de choses que nous ne connaissons pas, mais qui potentiellement pourraient exister. Et de là, nous partons dans ces mondes angoissants, lumineux, beaux, effroyables. Et c'est ça qui est fascinant. À l'hiver 1587, après 25 ans passés à la cour impériale, Arcimboldo rentre à Milan. En plus de sa retraite, il obtient de Rodolphe d'être auréolé du titre de comte palatin, titre honorifique parmi les plus prestigieux de l'époque. Et là, il est accueilli en héros parce que sa réussite est absolument éclatante. Il a fait une carrière internationale et donc il a atteint une espèce d'idéal de la vie d'artiste de son époque. Dans son dernier autoportrait, il se dépeint en homme mûr et érudit, comme en témoignent les cheveux et la barbe composée de papier. Sur le front, on distingue son âge, 61 ans. Arcimboldo va pendant plusieurs années essayer de convaincre l'empereur de le laisser retourner à Milan. Rodolphe va finir par accepter à condition qu'il continue de créer pour lui. Et en effet, Arcimboldo, depuis Milan, pendant les dernières années de sa vie, va continuer d'envoyer des toiles à l'empereur. Arcimboldo envoie tout d'abord à l'empereur une variation printanière sur le thème de la déesse des fleurs. Il exprime par ses portraits tout le raffinement de son art de coloriste, dans ses visages féminins empreints de mélancolie. Il livre ensuite un portrait plus sombre, nommé Les 4 saisons en une tête. En guise de clin d'œil, il appose sa signature dans le relief d'une écorce de branche. Il offre enfin un portrait de Rodolphe, dans lequel il fait preuve d'une vigueur créative insoupçonnée. C'est le portrait du grand Rodolphe II, Vertumne, qui est le tableau le plus célèbre d'Arcimboldo. Il est représenté en Vertumne, dieu de la transformation et des saisons. Donc le fait qu'Arcimboldo ait utilisé des fruits et des légumes renvoie à l'idée de la fertilité. De la fertilité de la terre, évidemment, de l'abondance, de la richesse, et donc de l'immortalité. Non, ça, ce sont des griottes. Rodolphe II était un roi excentrique. Arcimboldo choisit donc de représenter cette figure extraordinairement volcanique de Rodolphe II. Cette figure de l'abondance, de la richesse, qui accumule énormément de choses, d'objets, d'éléments. C'était précisément ce qu'était Rodolphe II. Il y a un changement de paradigme dans notre rapport à la nature. Donc, il utilise la nature pour former cet homme idéal. Peut-être qu'il voulait dire ça, que nous sommes constitués de cette nature. Nous sommes la même chose que ce que nous mangeons. Nous sommes faits, nous aussi, de choses terreuses, sales et banales. Il était de toute façon dans un monde qui était en mutation totale par rapport au Moyen-Âge, à la Renaissance. La pensée d'Arcimboldo se faisait par analogie et par métaphore. On estimait qu'il y avait une interchangeabilité des différents éléments de la nature. En
analysant certains éléments de la nature, on avait en fait une espèce de miniature de ce qui pouvait se passer dans le ciel, dans les constellations. Et qu'il y avait des correspondances entre le quasi-microscopique avec l'univers et le cosmos. Tout d'un coup, Arcimboldo nous fait comprendre que nous ne sommes que le fruit d'un espèce de fragment qui sont des éléments de la nature à laquelle nous appartenons. Le Moyen-Âge mettra Dieu au centre du tableau. La Renaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il bascule complètement vers l'homme, donc l'homme est au centre du monde. Arcimboldo, il pousse plus loin le raisonnement. L'homme n'est plus au centre du monde, l'homme il fait partie du monde. Saisons, éléments, ce sont toutes des allégories de la transformation, d'une métamorphose éternelle. Mais qu'est-ce que cela signifie de leur donner une apparence humaine? À quel point l'homme est-il cyclique? Et à quel point l'univers est-il cyclique? Et c'est là qu'on peut comprendre pourquoi Arcimboldo décide de rentrer chez lui à Milan à la fin de sa vie, où il va conclure le cycle de sa propre vie. Il revient à l'endroit où il est né, là où il a suivi sa formation, comme pour refermer le cercle de sa vie, pour enfin contempler l'achèvement de tout ce qu'il a accumulé et acquis dans sa vie. Compiuto sotto certi aspetti.